Une femme enceinte emménagea dans sa maison fraîchement achetée et découvrit une horrible vérité. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente en regardant. Elizabeth Foster, récemment enceinte, venait d'emménager avec son mari, Robert Davis, dans une maison victorienne de 3 étages dans la banlieue nord de Boston. Le portail en fer grinça pour révéler une petite cour détrempée. Elizabeth sortit de la voiture, serrant son manteau autour d'elle, et se tourna vers son mari. « Mon Dieu, Robert, cette odeur. »« Tu la sens ?» demanda-t-elle, le visage plissé. « Oui, probablement parce que la maison est inhabitée depuis quelques mois. »« J'ouvrirai toutes les fenêtres tout à l'heure pour l'aérer, » répondit Robert, la main tremblante alors qu'il tâtonnait avec les clés pour déverrouiller la porte d'entrée. Ils entrèrent, et immédiatement un souffle d'air froid et humide les frappa au visage. L'odeur de moisi s'accrochait au mur comme la moisissure à une cave. Une faible lumière filtrait à travers les carreaux poussiéreux, juste assez pour révéler le gémissement des vieilles planches de bois sous leurs pieds. Les murs gris tachés ressemblaient presque à une peau malade. Elizabeth frissonna. « Es-tu sûre ? Allons-nous vraiment vivre ici ?» demanda-t-elle, la voix pleine de doute. « Tu sais, on ne pouvait rien se permettre en ville. Avec notre budget, c'est la meilleure option. Tu t'y habitueras. »« Je te le promets, » dit Robert, essayant de sourire. Elizabeth hocha légèrement la tête, même si quelque chose en elle ne semblait pas normal. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais depuis le moment où elle était entrée, quelque chose clochait. Ce soir-là, ils prirent un simple repas de sandwich au jambon dans la cuisine froide et encombrée. Robert bavardait joyeusement de son travail tandis qu'Elizabeth restait silencieuse. Quand il alla prendre sa douche, elle erra tranquillement dans la maison. Le premier étage comprenait 3 pièces. Un grand salon, un petit bureau et une bibliothèque. Elle fut attirée par la bibliothèque, la seule pièce qui semblait relativement préservée. La bibliothèque s'étendait jusqu'au plafond, couverte de poussière, mais par ailleurs intacte. Elle fit courir doucement ses doigts le long des tranches jusqu'à ce qu'une faible lumière jaune révèle quelque chose d'étrange. Derrière la bibliothèque ouest, il semblait y avoir un espace. Elizabeth pencha la tête, fronçant les sourcils. Elle essaya de pousser doucement la bibliothèque. Elle ne bougea pas. En regardant de plus près, elle remarqua une fissure à la base du bois comme si elle avait déjà été traînée. Rassemblant son courage, elle recula et poussa fort des 2 mains. Un bruit sourd résonna. La bibliothèque se déplaça légèrement, révélant une petite porte en bois brun rougeâtre déverrouillée. « Robert !» cria-t-elle, mais seul le bruit de l'eau qui coulait répondit. Elizabeth saisit la poignée de laiton rouillé. Sa main trembla, à la fois à cause du froid et d'un sentiment de terreur sans nom. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant un escalier en pierre menant vers le bas. Pas de lumière, pas de fenêtre, juste l'obscurité et un froid montant de la terre. Elle hésita quelques secondes, puis retourna chercher son téléphone pour la lampe de poche. Alors que le faible faisceau éclairait les marches, une odeur âcre de moisi, de bois pourri et de quelque chose de métallique se précipita vers elle. Se couvrant le nez, elle commença à descendre. Le sous-sol était un espace étroit et clos avec un plafond bas et des poutres de support en acier rouillé. Elle balaya la lampe de poche autour d'elle, son cœur battant la chamade. « Merde !» murmura-t-elle. Le mur de pierre gauche était couvert de marques de griffures profondes et chaotiques, comme si des ongles. Non, des griffes l'avaient griffé encore et encore. Les marques étaient longues, irrégulières et profondes, certaines portant encore d'étranges taches noires. Elizabeth s'approcha et toucha doucement l'une des rainures. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Puis elle remarqua un morceau de tissu déchiré coincé dans une fissure, un vieux pull gris pourri. « Robert, descends ici !» cria-t-elle, la voix légèrement tremblante. Robert apparut quelques instants plus tard, les cheveux encore mouillés, portant son peignoir. « Qu'y a-t-il ? Regarde ces marques. C'est comme si quelqu'un était piégé ici et essayait de s'échapper. » Robert alluma la lampe de poche de son téléphone et fronça les sourcils. « Cela pourrait être des chats errants ou un gros rat. Tu réfléchis trop. Un rat. Un rat a fait ça ? » Elle le regarda avec incrédulité. « Tu es juste stressé. »
Premier jour dans une nouvelle maison, plus la tempête. C'est naturel. Dors un peu. Tu te sentiras mieux demain matin. Elisabeth se tut. Elle se sentait rejetée. Écartée. Mais à l'intérieur, son anxiété ne faisait que croître. Alors qu'elle se levait pour quitter le sous-sol, son téléphone s'éteignit. L'obscurité les engloutit instantanément. « Robert, où est la lumière » cria-t-elle. Robert alluma sa lampe de poche, mais la faible lueur éclairait à peine quelques marches devant eux. La batterie est faible. Remontons. Je vérifierai l'électricité demain. Ils montèrent les escaliers en silence. Elisabeth sentit quelque chose traîner derrière elle. Un souffle froid, un faible murmure. Elle se tourna. Rien. Cette nuit-là, Elisabeth ne put dormir. Le vent hurlait à travers les carreaux de fenêtre, et la pluie frappait le toit comme des coups rythmés. Elle regardait Robert dormir paisiblement à côté d'elle, pleine de doutes. Le lendemain matin, Elisabeth décida d'appeler une vieille amie, Lucy Owen, architecte et spécialiste de la restauration historique. « Lucy, es-tu occupée ? J'ai besoin que tu viennes jeter un coup d'œil à cette maison. » Quelque chose ne va pas. Je travaille à Salem en ce moment, mais si tu as besoin de moi, je peux passer cet après-midi. Envoie-moi l'adresse par SMS. Cet après-midi-là, Lucy arriva. C'était une femme menue et énergique aux cheveux courts et aux yeux vifs. Waouh, cet endroit a été construit à la fin des années 1800. Pierre naturelle, charpente d'origine, mais sérieusement humide, commenta Lucy en marchant au rez-de-chaussée. Et le sous-sol ? Quelque chose d'étrange là-dessous, demanda Elisabeth. Lucy utilisa sa lampe de poche professionnelle et descendit prudemment dans le sous-sol. Elle examina chaque griffure et chaque fissure. Elisabeth, es-tu sûre que personne n'a vécu ici avant que tu n'emménages ? Je ne suis pas sûre. Robert l'a achetée par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Ils ont dit qu'elle était vacante depuis le début de l'année dernière. Lucy fronça les sourcils et désigna un petit trou dans le plafond du sous-sol. C'est une ancienne gaine de ventilation, mais la grille a été coupée. Quelqu'un voulait soit communiquer avec l'extérieur, soit s'échapper. Elisabeth déglutit difficilement. Penses-tu que quelqu'un a été emprisonné ici ? Lucy ne répondit pas tout de suite. Elle prit plusieurs photos avec un appareil spécialisé, puis se tourna vers Elisabeth. Je ne veux pas t'effrayer, mais quelque chose ne va définitivement pas. Je vais examiner les registres de propriété et l'histoire de cet endroit. Merci, Lucy. Vraiment ? Lucy lui serra la main, puis retourna à sa voiture, laissant Elisabeth seule à la porte du sous-sol. Elle regarda dans l'obscurité profonde où les marques de griffes défiguraient toujours les murs et sentit une fois de plus des yeux invisibles la regarder. Le lendemain, il pleuvait encore. Elisabeth déplaça discrètement la bibliothèque, faisant attention à ne laisser aucune trace pour Robert. Lorsqu'elle rouvrit l'entrée du sous-sol, elle fit une pause. La lampe de poche de son téléphone était maintenant complètement chargée, et cette fois, elle descendit avec plus de décision. Le sous-sol était resté le même, humidité écrasante, mur de pierre froid. Mais quand elle balaya sa lumière, quelque chose de nouveau attira son attention. Dans le coin le plus éloigné à droite, près d'une grande colonne métallique, se trouvait un coffre en bois poussiéreux. Elisabeth s'approcha, la paume en sueur. Le coffre avait une serrure, mais elle était très rouillée. Elle l'ouvrit avec effort, le couvercle grinçant bruyamment. À l'intérieur se trouvaient de vieux objets, des documents, quelques journaux reliés en cuir et une photographie en noir et blanc scellée dans une pochette en plastique. Bizarre, murmura-t-elle, les mains tremblantes en prenant la photo. Elle montrait une famille de 4 personnes, père, mère, 2 enfants. Mais ce qui glaça Elisabeth n'était pas la composition. C'était l'expression de l'homme au centre. Ses yeux étaient vides, comme s'il regardait à travers la vieille photo directement elle. Un regard froid, presque haineux. Au dos de la photo se trouvaient de faibles mots. Julian Parker, 1978. Julian Parker. L'ancien propriétaire, murmura-t-elle. Elisabeth ouvrit les journaux en cuir. C'étaient des journaux intimes.
La première page remontait à février 1976. L'écriture était soignée au début, mais devenait de plus en plus erratique et tremblante. Elle feuilleta, lisant en silence. Ils ont promis de me protéger. Mais je ne leur fais pas confiance. Hier, la voiture noire était garée dehors à nouveau. Hélène a peur. J'ai peur aussi. Il ne faut pas qu'ils le découvrent. Il ne faut pas que quiconque le sache s'il découvre que j'écris ceci. Certaines lignes étaient tellement barrées violemment qu'elles déchiraient les pages comme si l'écrivain avait perdu la raison. Elisabeth feuilleta plus vite, la panique grandissant. Près de la fin, elle lut quelque chose qui lui fit arrêter le cœur. Hélène m'a dit de me confesser, mais il est trop tard. Ils arrivent ce soir. Je cache tout. Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, ne restez pas ici. Elle referma le journal d'un coup sec, les paumes moites de sueur. Elisabeth, où es-tu? La voix de Robert résonna d'en haut. Elisabeth prit une profonde respiration. Dans le sous-sol, je regarde de vieilles affaires. Robert descendit en fronçant les sourcils. Pourquoi es-tu si obsédé par cet endroit? Tu as besoin de repos. Regarde, dit Elisabeth, lui montrant le journal et la photo. J'ai trouvé ça dans le coffre en bois. Ils appartiennent à Julian Parker et il semble qu'il avait peur. Cette maison n'est pas ce que tu crois. Robert jeta un coup d'œil à la photo et haussa les épaules. Les gens à l'époque écrivaient des trucs dramatiques dans les journaux. Je pense qu'il était juste paranoïaque. Elisabeth recula, déçue. Tu ne vois rien d'étrange? Tu ne sens pas la façon dont cet homme sur la photo te regarde? Robert soupira. Allez, ne laisse pas ton imagination s'emballer. C'est juste une vieille maison, rien de plus. Les mots de Robert donnèrent à Elisabeth l'impression de crier dans le vide. Une solitude rampante s'installa en elle, ainsi qu'une peur qui devenait plus difficile à ignorer. Elle replaça soigneusement tout dans le coffre et monta silencieusement à l'étage, ne disant plus rien. Cette nuit-là, Elisabeth appela Lucie, la voix tremblante. Lucie, j'ai trouvé les journaux de Julian Parker. Il savait qu'il était surveillé. Peut-être que sa famille n'a pas juste disparu aléatoirement. Lucie resta silencieuse quelques secondes avant de répondre. Je consulte les registres, mais beaucoup de dossiers sont manquants. Cependant, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait t'aider, Monsieur Gabriel Harris, le gardien du cimetière de Mount Auburn. Il vivait près de là dans les années 1970. Il se souvient peut-être de quelque chose sur la famille Parker. Viendrais-tu avec moi le rencontrer? Je viendrai te chercher le matin. 6 heures. Merci, Lucie. Après avoir raccroché, Elisabeth resta immobile dans l'obscurité. La lumière du salon clignota à nouveau, sur le point de s'éteindre. Elle se sentit soudain gelée, comme si un courant d'air froid venait de lui effleurer le dos. Dans le reflet du miroir de la coiffeuse, elle aperçut un homme debout derrière elle. Elle se retourna. Personne. Non, ce n'est pas possible. Elle recula, alarmée. La lumière s'éteignit complètement. La pièce fut engloutie par l'obscurité. Elisabeth cria. Robert, Robert. Il se précipita hors de la chambre, lampe de poche à la main. Qu'y a-t-il? Il y avait un homme dans le miroir. Robert regarda autour de lui. Il n'y a rien ici. Peut-être que tu imagines des choses. Je vais vérifier le disjoncteur. Mais Elisabeth savait que ce qu'elle avait vu était réel. Ce sentiment d'être observée. Ses yeux, le même regard froid que sur la photographie, tout prenait vie. Le lendemain matin, Lucie vint la chercher dans un vieux pick-up. Elles roulèrent pendant plus de 40 minutes jusqu'au cimetière de Mount Auburn, un endroit humide et silencieux entouré de cyprès tombants. Gabriel Harris était un homme âgé et mince aux cheveux argentés, aux épaules voûtées et portant un chapeau de feutre noir. Quand Elisabeth mentionna la famille Parker, il marqua une pause. Qu'avez-vous dit? Julian Parker? Oui, j'habite au 14 Maple Avenue. Il était propriétaire de la maison. Gabriel baissa les yeux, la voix lourde. Je me souviens d'eux.
Des gens étranges. En 1978, ils ont tous disparu soudainement. La police a enquêté mais n'a rien trouvé. Mais il y avait une chose. Quoi? Elisabeth retint son souffle. Avant qu'il ne disparaisse, j'ai vu Julian se disputer avec 3 hommes étranges juste dans la rue. L'un d'eux avait un pistolet. La police a appelé ça une rumeur, mais je sais ce que j'ai vu. Lucie intervint. Savez-vous qui étaient ces 3 hommes? Gabriel secoua la tête. Aucune idée. Mais après cette nuit-là, la maison a été hermétiquement scellée. Personne n'osait s'en approcher. Elisabeth regarda Lucie. La même prise de conscience apparut dans leurs yeux. Ce n'était plus seulement le fruit de l'imagination. Sur le chemin du retour, Elisabeth murmura, si Julian était menacé et que sa famille n'a pas disparu à cause d'une malédiction, alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lucie posa une main sur son épaule. Nous le découvrirons. Mais tu dois être forte. Cette maison ne nous a pas encore tout dit. Elisabeth hocha la tête, son regard s'aiguisant. Bien qu'encore effrayée, une partie d'elle s'était éveillée. La vérité attendait d'être découverte. Et c'était elle qui devait le faire, pour elle-même. Elisabeth se réveilla à 3 heures du matin, le cœur battant la chamade comme si elle venait d'échapper à un cauchemar. Dans l'obscurité, elle chercha son téléphone, mais l'écran resta noir. Elle actionna la lampe de chevet. Pas de lumière. La pièce était enveloppée d'un silence suffocant, brisé seulement par le martèlement incessant de la pluie sur le toit. Robert, murmura-t-elle, la voix sèche de peur. Mais il dormait toujours, ronflant doucement. Les lumières étaient éteintes. Son téléphone était mort. Elisabeth se glissa dans le couloir. L'obscurité engloutissait tout, sauf une mince lueur de lune filtrant à travers les rideaux fins. Elle suivit le mur en descendant, son cœur battant la chamade, les mains tremblantes. Au rez-de-chaussée, la lumière du couloir était également éteinte. Il semblait que le courant avait été complètement coupé. En passant devant la bibliothèque, elle entendit soudain un léger bruit venant du sous-sol, comme un léger grattement. Puis le silence. Elisabeth se figea. Elle déglutit difficilement et retint sa respiration. 1 minute, 2, rien. Elle recula lentement, respirant à peine. Le lendemain matin, Robert réinitialisa le disjoncteur principal et secoua la tête. Étrange. Aucun signe de court-circuit. Tout fonctionne bien maintenant. Ce devait être une panne temporaire et elle s'est juste rallumée toute seule. Elisabeth le regarda fixement. Oui, peut-être, répondit Robert, mais le regard confus dans ses yeux montrait qu'il n'était pas certain. Elisabeth ne dit rien. Elle retourna à la bibliothèque, fixant la petite porte qui menait au sous-sol. Elle n'était pas prête à redescendre tout de suite, mais le bruit de grattement de la nuit dernière résonnait dans son esprit. Cet après-midi-là, une voisine frappa à la porte. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux bruns bouclés, portant un pull bleu. Elle sourit poliment. « Bonjour, je suis Charlotte. J'habite au numéro 12 à côté. J'ai vu votre voiture l'autre jour et je voulais vous souhaiter la bienvenue. » Elisabeth fut reconnaissante de voir quelqu'un de normal et l'invita rapidement à entrer. « Merci d'être venue. Je suis Elisabeth et voici mon mari, Robert. » Après quelques amabilités, Charlotte sirota son thé et jeta un coup d'œil autour d'elle. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un emménagerait à nouveau dans cette maison. » Elisabeth fronça les sourcils. « Vous savez quelque chose à ce sujet ?» Charlotte la regarda, parlant lentement. « Juste de vieilles histoires. La famille qui vivait ici avant qu'elle ne disparaisse. Vous les connaissiez. Les Parker. Je les ai rencontrés quelques fois. » Julian semblait bizarre. Il regardait tout le monde comme s'il voulait s'en prendre à lui. « Une fois, je l'ai vu creuser dans le jardin la nuit. » Elisabeth et Robert échangèrent des regards. Charlotte continua. « Puis un jour, la maison a été scellée. Personne ne les a revus. La police a enquêté, mais a conclu qu'ils avaient simplement déménagé sans en informer personne. Mais je ne crois pas ça. J'ai entendu des cris la nuit de leur disparition.
Elisabeth sentit un frisson lui parcourir l'échine. Êtes-vous déjà venu à l'intérieur après? Non. Tout le monde restait à l'écart. Les gens disent que cet endroit est maudit. Robert ricana maladroitement. Peut-être que les gens ont juste une imagination débordante. Charlotte se leva, regardant Elisabeth. Je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit, mais si vous sentez quelque chose d'étrange, n'essayez pas de le rationaliser. Faites confiance à votre instinct. Après son départ, Elisabeth resta silencieuse pendant longtemps. Lentement, elle monta à l'étage, sortit l'ancien journal de Julien de l'étagère et ouvrit la dernière page. Elle relut la ligne griffonnée qu'elle avait déjà vue mais n'avait pas entièrement comprise. Ils murmurent dans l'obscurité. Une fois que vous les entendez, vous ne pouvez plus arrêter de les entendre. Les mots résonnaient dans son esprit comme une sombre incantation. Cette nuit-là, Elisabeth décida de laisser un enregistreur vocal en marche pendant qu'il dormait pour voir si quelque chose d'étrange se produirait. Elle plaça le téléphone sous son oreiller, alluma l'enregistreur et ferma les yeux. Le lendemain matin, elle écouta l'enregistrement. La première minute n'était que le bruit du ronflement de Robert. Mais vers 3h26 du matin, sous le calme, elle entendit une voix murmurer « Laisse-nous partir ». Son cœur s'arrêta. Elle rembobina. C'était indubitablement humain, faible, presque juste à côté du microphone. Mais seule elle et Robert étaient dans la pièce. Elle se leva d'un bond et le trouva en train de se brosser les dents. « As-tu dit quelque chose dans ton sommeil la nuit dernière? » Non. Pourquoi? J'ai entendu une voix étrange sur l'enregistrement. Robert fronça les sourcils. Elisabeth, tu deviens folle. Je pense vraiment que nous avons besoin d'une pause. Pourquoi ne retournes-tu pas à Boston pendant quelques jours? Elisabeth le regarda, cherchant dans ses yeux de la compréhension. Mais tout ce qu'elle vit fut de l'inquiétude et de l'impuissance. Elle se détourna et glissa le téléphone dans sa poche. Elle ne retourna pas à Boston. Au lieu de cela, elle alla voir Lucie. « Tu es sûre que c'était une voix humaine ?» demanda Lucie. « Je n'imagine pas de choses. Je l'ai enregistré. Tu peux l'écouter toi-même. » Lucie écouta l'audio, son visage s'assombrissant. « Nous devons vérifier à nouveau les plans de la maison. Il pourrait y avoir un tunnel ou une pièce cachée. Je connais quelqu'un qui se spécialise dans les relevés de maisons historiques. Daniel Martin. Je vais l'appeler. » 3 jours plus tard, Daniel arriva. Un homme d'une quarantaine d'années avec une barbe, portant un t-shirt gris et transportant un compteur EMF, un équipement d'imagerie thermique et de vieux plans. Après avoir inspecté le sous-sol et le rez-de-chaussée, il retourna à la bibliothèque et désigna le mur derrière la bibliothèque. Ce mur a un espace vide derrière lui, mais il n'est pas sur les plans originaux. Elisabeth cligna des yeux. « Tu veux dire une pièce cachée? » « Possiblement. Je vais faire un scan thermique. » Daniel alluma son appareil et scanna le long du mur. Sur l'écran, une forme rectangulaire faible apparut. Confirmé. Il y a un espace vide de la taille d'une petite pièce derrière le mur de pierre. Lucie se tourna vers Elisabeth, son ton sérieux. Nous devons percer un petit trou pour regarder à l'intérieur. Robert entra à ce moment. Qu'est-ce que vous faites? Vous percez le mur? Elisabeth répondit fermement. Nous devons savoir ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas vivre dans une maison avec de tels secrets. Robert secoua la tête mais ne les arrêta pas. Daniel sortit sa perceuse et perça soigneusement un petit trou. Après quelques minutes, il inséra l'endoscope à travers l'ouverture. Sain. Il recula soudainement. Qu'est-ce que c'est? Demanda Elisabeth, tendue. Daniel connecta son téléphone à la caméra et le leur tendit. Sur l'écran apparut une petite pièce au mur de pierre scellée. Pas de porte, pas de lumière. Au milieu se tenait un lit en fer rouillé. Sur le mur, d'autres marques de griffes. Et dans le coin, la lumière d'inspection révéla une chaise attachée avec des cordes. En dessous, un petit objet enveloppé dans un tissu, comme un jouet d'enfant oublié. Elisabeth sentit son monde s'effondrer. Elle se détourna, enfouissant son visage dans ses mains. Lucie a dit que quelqu'un y avait été emprisonné autrefois.
Elisabeth murmura, pas autrefois. Peut-être que quelque chose est toujours là. La matinée était aussi grise que d'habitude, un épais brouillard enveloppant la route menant à la maison d'Elisabeth. Soudain, la sonnette retentit. Le son surprit Elisabeth. Elle regarda l'horloge. 8h47, qui pouvait bien lui rendre visite à cette heure? Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Un homme grand et mince d'une cinquantaine d'années se tenait là, portant un chapeau de feutre noir, un long manteau et des chaussures tachées de boue. Ses yeux vides la fixaient directement. « Bonjour, êtes-vous la nouvelle propriétaire de cette maison ?» demanda-t-il, sa voix grave mais claire. Elisabeth hocha la tête. « Oui, je suis Elisabeth. »« Et vous êtes ?» ?»« Michael Gordon. J'habitais en face. Pas dans cette maison, mais je connaissais Julien. » Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent. Elle l'invita à entrer, son cœur battant d'un mélange de curiosité et de malaise. Ils s'assirent dans le salon. Michael était assis droit, ne s'adossant pas à la chaise, ses yeux balayant la maison comme s'il faisait l'inventaire. Finalement, il se tourna vers Elisabeth, la voix basse. « Je sais que je n'aurais pas dû revenir. Mais quand j'ai vu les lumières allumées dans cette maison à nouveau après toutes ces années, je n'ai pas pu m'empêcher. »« Vous connaissiez Julian Parker ?» demanda doucement Elisabeth. Michael hocha la tête, son regard s'assombrissant. Ce n'était pas un homme bon. Au début, tout le monde pensait qu'il était un homme d'affaires prospère avec une belle femme et de charmants enfants. Mais sous cela, il y avait la cruauté, l'égoïsme et une ambition insatiable. J'ai lu son journal. C'était étrange, comme s'il pensait que quelqu'un s'en prenait à lui. Elisabeth ouvrit le carnet, pointant quelques entrées. Michael y jeta un coup d'œil, puis soupira. Il s'est attiré des ennuis. Dans les années 70, Julien s'est impliqué dans une affaire financière louche. Il blanchissait de l'argent pour un syndicat du crime à Miami. Mais la cupidité a pris le dessus. Il a caché l'argent, a trahi ses partenaires. Et quand la vérité a éclaté, ils sont venus le chercher. Elisabeth murmura, il voulait du sang. Je me souviens de la nuit. C'était en décembre 1978. Une épaisse neige. J'ai vu 3 hommes étranges entrer dans cette maison. La lumière est restée allumée toute la nuit. Puis elles se sont éteintes. Le lendemain, personne n'a jamais revu la famille Parker. Elisabeth déglutit difficilement. Elle posa le journal, les mains serrées. La police n'a pas enquêté? Michael sourit narquoisement. Julien avait des relations dans le monde de l'argent. Quand ils ont disparu, ça a été classé comme une disparition volontaire. Le temps a passé et les gens ont oublié. Elisabeth se souvint soudain de la voix dans l'enregistrement. Quelqu'un a été emprisonné dans cette maison. Dans la pièce cachée derrière le mur, nous avons trouvé des marques de cordes, du sang séché et un jouet d'enfant. Michael se tourna vers elle et pour la première fois, la peur vacilla dans ses yeux. Ils ont retenu quelqu'un ici. Je ne sais pas, peut-être l'une des personnes venues collecter la dette ou quelqu'un de la famille puni. Michael se tut, puis dit, vous devriez quitter cet endroit. Ce n'est pas une maison pour quelqu'un qui a une conscience. Elisabeth fronça les sourcils. Vous pensez que je peux juste partir après avoir appris tout ça? Quelqu'un a souffert ici, a été trahi. A imploré de l'aide. Je ne peux pas tourner le dos. Michael secoua doucement la tête. Vous êtes courageuse, mais imprudente. Ne suivez pas le chemin de Julien. Il se leva et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. Une dernière chose. Si jamais vous entendez des murmures dans la nuit, ne leur répondez pas, même s'ils vous appellent par votre nom. Puis il partit, laissant Elisabeth figée dans le salon froid. Cette nuit-là, Robert rentra tard après une réunion à Boston. Elisabeth était assise seule dans la bibliothèque, son esprit tournant autour des paroles de Michael. Elle rejouait chaque phrase, chaque regard lointain, chaque craquement du plancher comme des échos du passé. Le courant se coupa à nouveau exactement à 23 heures. Cette fois, Elisabeth n'était pas aussi effrayée. Elle attrapa une lampe de poche, son téléphone de secours, et se dirigea directement vers le sous-sol.
Les escaliers étaient sombres et humides. Elle se tenait devant le mur derrière la bibliothèque où se trouvait la pièce cachée. Elle y colla son oreille. Le silence. Elle frappa 3 fois. Toujours rien. Puis un léger bruit de grattement. 1, 2, 3. Elle recula. Pour la première fois, son courage fut véritablement mis à l'épreuve. Respirant difficilement, elle sortit son téléphone pour enregistrer le son. Rien. Elle était sur le point de partir quand Elisabeth. Elle se figea. Le murmure était doux, porté par le mur de pierre comme une brise, mais il prononça son nom. « Qui est là » cria-t-elle. Aucune réponse. Elle dévala les escaliers, le cœur battant comme un tambour de guerre. Quand Robert ouvrit la porte et vit son visage pâle, il la prit dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Que as-tu entendu » Elisabeth murmura, regardant toujours vers le bas. « Il a dit mon nom. » Robert la serra fort, ne disant rien. Il savait qu'à ce moment-là, aucune explication n'aurait d'importance. Le lendemain, Elisabeth et Lucie rencontrèrent à nouveau Daniel. « Je vais essayer de percer le mur et d'ouvrir cette pièce, » dit Daniel. « Mais j'aurai besoin d'aide. Cela pourrait prendre toute la journée. » Lucie appela un collègue dans le domaine de la restauration, Samuel Taylor, un expert en archéologie. Il arriva avec des outils légers et une attitude calme et sérieuse. Quand Elisabeth le salua, Samuel dit « Lucie m'a tout raconté. Cela va au-delà de l'architecture. C'est le vestige d'une sombre histoire. » Elisabeth répondit « Alors nous devons le déterrer. Quoi que ce soit là-dessous. » Dans l'après-midi, une partie du mur de pierre fut percée. La pièce cachée se révéla lentement, la lumière brillant dans un espace qui avait été enfoui dans l'obscurité pendant des décennies. Dans le coin, Samuel trouva une chemise cartonnée carbonisée. La couverture indiquait « Top secret, janvier 1978 ». À l'intérieur se trouvaient des autorisations bancaires, des copies de comptes offshore et une lettre manuscrite de Julian. « Je ne peux plus faire confiance à personne. Même Hélène m'a trahi. La vérité doit être enterrée ici. Si quelqu'un trouve ceci, veuillez nous pardonner. Nous avons péché. » Elisabeth trembla en tenant le papier. À ce stade, elle ne savait plus qui était la victime et qui était le monstre. Lucie dit doucement, « Peut-être qu'Hélène n'a pas disparu. Peut-être que Julian l'a gardée prisonnière. » Elisabeth expira. « Et peut-être que c'est la voix qui murmure encore la nuit. » Le bruit des marteaux résonnait dans la pièce secrète derrière la bibliothèque. Samuel et Daniel se relayaient pour utiliser leurs outils afin de retirer le reste du mur de pierre et d'élargir l'entrée de la petite chambre. Elisabeth se tenait à proximité, les yeux fixés sur le cadre ouvert où la lumière éclairait chaque détail. Des empreintes de cordes sur un pied de table, du sang séché foncé sur le sol, et dans le coin, une pile de documents pourris enveloppés dans un vieux tissu. Nous devons être prudents avec ces choses. Si nous les manipulons trop brusquement, elles s'effriteront, avertit Samuel en mettant des gants et en soulevant soigneusement le tissu. Il tendit à Elisabeth une pile de papier jauni et brûlé. Elle les ouvrit d'un doigt tremblant. C'était une série de factures, de relevés bancaires étrangers et de virements d'argent prévus. Le destinataire, Julian Parker. Banque, First National Bank of New York. Lucie regarda par-dessus l'épaule d'Elisabeth. Il cachait de l'argent à l'étranger. Beaucoup, ajouta Samuel. Regardez les signatures. Certaines n'ont pas été signées par Julian seul. Elisabeth leva les yeux. Qui d'autre ? Un homme nommé Philip Roberts. Un autre s'appelait Howard Stevens. Tous deux étaient actionnaires de Parker Construction en 1976. Elisabeth plissa les yeux. J'ai vu le nom Roberts à la bibliothèque locale. Je crois qu'il a été arrêté en 1981 pour fraude à l'investissement. Samuel se tourna vers le coin de la pièce où se trouvait un coffre-fort rouillé. Il essaya de l'ouvrir. Il ne bougea pas, nous devrons le découper. Pendant que Daniel préparait l'outil de découpe, Elisabeth s'accroupit et ramassa un dernier papier de la pile. C'était une lettre écrite à la hâte, l'encre bleue déjà maculée.
Si quelqu'un trouve ceci, ne faites confiance à personne qui a jamais vécu ici. Ne faites pas confiance à Robert. Il sait. Elisabeth se figea. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Lucie s'empara de la lettre. Elisabeth, es-tu sûre qu'il n'y a pas d'erreur? Non, c'est l'écriture de Julien. Elle était dans le même paquet de dossiers qu'il a laissé derrière lui. Mais pourquoi? Pourquoi mentionner Robert? Daniel arrêta la scie et se retourna. Vous venez de dire Robert? Elisabeth déglutit et hocha la tête. Samuel la regarda attentivement. Y a-t-il une chance que votre mari ait un lien avec la famille Parker, même indirectement? Elisabeth se leva brusquement comme si quelqu'un l'avait giflé. Il n'a jamais rien dit. Il m'a dit qu'il n'avait trouvé cette maison que parce qu'elle était bon marché et près de son travail. Lucie posa une main sur son épaule. Je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, mais tu dois lui demander. Ce n'est plus un jeu. Ce soir-là, Elisabeth était assise dans le salon, les mains sur les genoux, la tête baissée. Quand Robert entra et accrocha son manteau, elle ne leva pas les yeux. Tu as été dans la bibliothèque toute la journée, demanda-t-il doucement. Oui. As-tu trouvé quelque chose de nouveau? Beaucoup, mais il y a une chose que je veux te demander directement. Robert marqua une pause, ses yeux soudain alertes. Qu'est-ce que c'est? Connais-tu Julian Parker? L'air s'épaissit. Robert prit plusieurs secondes avant de répondre. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Es-tu sûr? Parce que dans la pile de documents que j'ai trouvés, il y avait une ligne qui disait « Ne faites pas confiance à Robert. Il sait. » Robert se figea, puis ricana. Encore des bêtises de cette pile de vieux papiers. Elisabeth, tu deviens obsédée. Je ne suis pas folle, Robert, cria-t-elle, les yeux rouges de larmes. Je n'en peux plus. Chaque nuit, le courant se coupe, les murmures, les taches de sang, les documents bancaires, et maintenant ton nom est là-dedans. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Robert agrippa la coudoir de la chaise, son visage devenant pâle. Tu accuses ton mari sur la base de papiers déchirés d'il y a 40 ans. Très bien, je vais te dire. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Elisabeth se figea. Robert la regarda droit dans les yeux. Je savais que cette maison appartenait à Julien parce que je suis le cousin d'Hélène. Ma mère et elle étaient cousines germaines. Notre famille a interdit à quiconque de les mentionner après la disparition. Mais quand j'ai vu cette maison à vendre, j'ai su que je devais l'acheter. Pourquoi m'as-tu caché ça? Demanda Elisabeth, tremblant. Parce que je ne voulais pas t'effrayer et parce que je devais découvrir ce qui leur était réellement arrivé. Alors, tu savais pour le sous-sol, pour la pièce secrète? Non, je savais seulement que la maison avait été scellée, mais quand tu as commencé à découvrir des choses, j'ai eu peur que si je te disais, tu partirais. Elisabeth se leva, les larmes coulant sur son visage. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas peur du passé. J'ai peur qu'on me mente. Et tu as fait en sorte que je ne puisse plus faire confiance à personne. Elle courut à l'étage et claqua la porte de la chambre. Et sur la table, un carnet, le journal de Julien, s'ouvrit tout seul. Elisabeth s'approcha, ses jambes tremblant. La page s'arrêta sur un passage. Je ne peux pas laisser Hélène partir. Elle en sait trop. Elle a menacé d'aller voir la police. J'ai pas eu le choix. Sous l'écriture, une tache d'encre rouge fraîche transperçait le papier. Non, murmura Elisabeth. Julien a tué sa femme. Elle couvrit sa bouche, les larmes tombant de manière incontrôlable. Le lendemain matin, Samuel arriva avec des informations qu'il avait récupérées des archives criminelles de Springfield. J'ai trouvé une copie d'une lettre anonyme envoyée à la Guardia Civile en 1982. L'expéditeur se faisait appeler William et affirmait avoir vu Julien enfermer Hélène dans la pièce sous la bibliothèque. Elisabeth resta silencieuse. Qui est William? Probablement l'ancien jardinier, mais il n'y a pas de nom complet. La police n'a rien fait à l'époque par manque de preuves. Lucie intervint. Eh bien, maintenant nous l'avons. Preuves physiques, les relevés bancaires et la pièce cachée. Samuel hocha la tête.
Voulez-vous que je contacte les autorités? Elisabeth regarda autour d'elle dans la maison. Le mur de pierre avait été ouvert. La pièce secrète n'était plus un secret, mais en elle, il y avait toujours un gouffre sans fin. Pas encore. J'ai besoin d'une dernière chose. J'ai besoin de savoir où Hélène est réellement morte. Samuel fronça les sourcils. Vous pensez que son corps est toujours sur la propriété? Je ne pense pas. Je le sens. Lucie hocha doucement la tête. Nous allons chercher. Mais tu dois être prête à ce que nous pourrions trouver. Elisabeth rencontra leur regard, sa voix ferme. J'ai perdu confiance en trop de gens. Je ne peux plus tourner le dos à la vérité. Ce matin-là, le ciel gris s'étendait à l'infini vers l'horizon. Un vent froid bruissait à travers les arbres secs de la cour, hurlant comme des voix venues de sous la terre. Elisabeth était assise silencieusement dans la bibliothèque, serrant la lettre anonyme que Samuel lui avait remise. Les mots griffonnés, William, étaient soulignés 3 fois. Elle relut les dernières lignes. J'ai entendu ses cris sous le plancher de pierre. J'ai essayé d'arrêter Julien, mais il a menacé mon fils. Je ne pouvais rien faire d'autre. Elle plia le papier. Tout était clair maintenant. Hélène n'avait pas disparu. Elle avait été emprisonnée et tuée par son propre mari. Et sous cette maison, peut-être gisait-elle encore en silence et dans l'obscurité, enterrée avec le secret dégoûtant d'une famille brisée. Robert entra, tenant une tasse de café. Il regarda Elisabeth un instant, puis parla. « Tu n'as pas dormi du tout. »« Non. »« Jusqu'où vas-tu creuser ?» Elisabeth leva les yeux, son regard féroce. « Jusqu'en enfer s'il le faut, jusqu'à ce que je sache tout sur cette maison. Sur Julien. Sur Hélène et sur toi. » Robert posa lentement la tasse. « Je t'ai déjà dit. J'ai acheté la maison pour découvrir la vérité. Et tu avais l'intention de me cacher cette vérité pour toujours? Si je n'avais pas découvert cela moi-même, tu m'aurais laissé continuer à vivre juste au-dessus d'une tombe cachée sans jamais savoir. » Robert ne répondit pas. Son regard s'assombrit. « Je ne suis pas Julien, Elisabeth. »« Non, mais tu répètes ces erreurs, tu mens, tu caches et tu penses que tu peux tout contrôler. » L'air était tendu comme une corde raide. « Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» demanda Robert. « La vérité. »« Toute la vérité » dit Elisabeth, articulant clairement chaque mot. « Sais-tu où Hélène est morte ?» Robert se tut. Après une longue pause, il hocha lentement la tête. « Une fois, quand j'étais enfant, j'ai visité ici. Ma grand-mère, la sœur d'Hélène, a dit qu'après une grosse dispute, Julien a enfermé Hélène. Elle a entendu frapper à la porte du sous-sol, mais elle avait trop peur pour faire quoi que ce soit. Quand elle est revenue, Hélène était partie. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» cria Elisabeth, les yeux injectés de sang. « Parce que j'avais peur. Peur que si la vérité éclatait, toute ma famille serait déshonorée. J'ai vécu sous le nom de Parker enfant, harcelé, rejeté à cause du sombre passé de notre famille. Je voulais juste clore ce chapitre en enterrant silencieusement le corps d'une femme innocente. » Robert se leva et s'approcha d'elle. « Elisabeth, je t'aime. Je voulais juste te protéger de toute cette laideur. » Elisabeth rit amèrement, la voix brisée. « Tu m'aimes, mais tu m'as laissé dormir juste au-dessus de son cadavre. Tu m'as laissé entendre des appels à l'aide chaque nuit sans comprendre ce qu'ils étaient. C'est ça l'amour ?» Elle recula, les larmes coulant à flots. « Y a-t-il autre chose que tu me caches? Savais-tu pour la pièce derrière le mur? Le coffre-fort? Les comptes bancaires ?» Robert ne croisa pas son regard. « Je savais pour le compte. Je l'ai découvert à l'université en lisant certains de ces vieux documents juridiques. Mais je n'y ai jamais touché. Je jure. »« Quoi d'autre ?» cria Elisabeth. Robert ne dit rien. « Très bien. Alors ce soir, je descendrai moi-même au sous-sol. Je trouverai Hélène. Je mettrai la vérité au jour, même si je dois arracher tout le plancher. » Cette nuit-là, Elisabeth prépara une lampe de poche puissante, des piles de rechange, un petit poignard et le journal de Julien.
Elle descendit au sous-sol exactement à 23 heures. Robert ne l'arrêta pas, se tenant seulement dans les escaliers à la regarder. « Elisabeth, si tu ne reviens pas dans 30 minutes, je descends. » « Pas besoin. » Elle poussa la porte de la pièce de pierre derrière le mur et entra dans l'espace froid et silencieux. Sa lampe de poche balaya tous les coins. Elle commença à inspecter le plancher de pierre, chaque carreau, chaque fissure. Finalement, elle repéra quelque chose d'étrange, une dalle de pierre légèrement différente de couleur des autres. Elisabeth s'agenouilla et la tapota. Un son creux résonna. Il y avait un espace vide en dessous. Elle recula, sortit un pied de biche de son sac et commença à desceller la dalle. Après 3 tentatives laborieuses, une fissure s'ouvrit. Une odeur nauséabonde de chair en décomposition s'en échappa. Se couvrant le nez, elle éclaira vers le bas. En dessous se trouvait une petite fosse. À l'intérieur, un squelette humain recroquevillé enveloppé dans un vieux tissu. À côté, un peigne et un collier avec un pendentif circulaire gravé des initiales HP. Helen Parker, murmura Elisabeth. Elle se retourna et cria fort. Robert, descends ici. Il se précipita et la vit à côté de la fosse. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh mon Dieu, peux-tu regarder, dit froidement Elisabeth. C'est la femme que ton oncle a assassinée. Celle avec qui tu m'as laissé partager une maison pendant des semaines sans dire un mot. Robert tomba à genoux, les larmes coulant. Je suis tellement désolée. Elisabeth se leva et le regarda comme un étranger. Je ne sais pas si je pourrai jamais te faire confiance à nouveau, Robert, mais je sais ce que je dois faire. Le lendemain matin, la police locale, le bureau du maire et la presse se rassemblèrent devant la maison. Samuel, Lucie et même Daniel étaient présents. Elisabeth se tenait dans le salon, tenant un microphone, sa voix ferme. Je suis Elisabeth Foster. Ce que je vais partager n'est ni une rumeur, ni une légende, mais la vérité découverte à l'intérieur même de cette maison. Elle présenta les preuves, les relevés bancaires, les lettres manuscrites de Julian, la lettre anonyme de William, les photographies de la pièce secrète, les enregistrements audio des murmures et enfin le collier d'Hélène. Tout le monde était silencieux. Lucie s'avança pour ajouter, c'est un meurtre qui a été caché pendant près de 50 ans. Helen Parker a été emprisonnée et tuée par son mari après qu'elle a menacé de révéler ses transactions financières illégales. L'officier de police prit tranquillement des notes. Une journaliste leva la main. Avez-vous l'intention de quitter la maison après tout cela? Elisabeth leva les yeux. Non. Cette maison n'est plus une cachette pour le crime. Elle est maintenant un symbole de justice. De faibles mais fermes applaudissements éclatèrent. Elisabeth se tourna vers Robert, qui se tenait derrière le groupe. Son regard était rempli d'un mélange de regret et de gratitude. Elle ne dit rien. Il y avait encore un long chemin à parcourir pour eux. Mais au moins aujourd'hui, la vérité avait été dite. Cette nuit-là, la maison était silencieuse comme si personne n'y avait jamais vécu. Après la conférence de presse du matin, les journalistes étaient partis et la police s'était retirée, attendant les résultats médico-légaux de la fosse funéraire dans le sous-sol. Samuel et Daniel retournèrent à Springfield, et Lucie resta une nuit de plus, mais elle dormit dans un hôtel voisin. Une fois de plus, Elisabeth était seule avec Robert, l'homme qui, bien qu'encore appelé mari, se sentait maintenant aussi distant que la fosse sous le plancher de pierre. Elisabeth était assise seule dans la bibliothèque, tenant le journal de Julian, la dernière page partiellement déchirée. Une douce lampe jaune éclairait son visage fatigué. La pièce n'était plus un coffre-fort de secrets, mais une arène pour les esprits des morts sans nom, les mensonges exposés et les émotions qui avaient pourri en silence. Robert entra, ses pas silencieux comme ceux d'un voleur. « Comment pourrais-je dormir ?» répondit-elle sans le regarder. Il s'assit sur la chaise en face d'elle, les doigts entrelacés. « Je sais que j'ai eu tort, mais je ne sais pas par où commencer pour arranger les choses. » Elisabeth ferma le journal et le posa sur la table. « Tu n'as pas à arranger les choses. Tu as juste à répondre à une question. Pose-la. Quand tu savais qu'Hélène avait été assassinée par Julian et qu'elle pourrait être enterrée sous le plancher, pourquoi n'es-tu pas allé voir la police ?» Robert resta silencieux.
Puis il parla, la voix à peine un souffle. Parce que je pensais que si je le faisais, personne ne croirait plus jamais en ma famille. Le nom de Parker était déjà entaché. Je voulais juste l'enterrer profondément. Et enterrer ta femme avec, dit Elizabeth comme un couteau. Robert ne répondit pas. Tu ne comprends pas, Robert, continua-t-elle, les yeux flamboyants. J'ai vécu ici. Ça m'a envahi chaque nuit. J'ai entendu les cris, les murmures, les grattements sur les murs. Je pensais que je devenais folle. Et pendant tout ce temps, tu savais et tu as laissé faire. Robert baissa la tête, la voix tremblante. J'avais peur. Peur que tu me quittes. Peur que tu détestes ma lignée. Elizabeth se leva brusquement. Non, Robert. Ce qui me donne envie de te quitter, ce n'est pas ton sang. C'est ta lâcheté. Elle sortit de la bibliothèque sans se retourner. Vers minuit, Elizabeth se tenait sur le balcon du 2e étage, regardant le jardin sombre. Le vent hurlait à travers les fissures des fenêtres, apportant un froid mordant. Les arbres se balançaient comme des bras morts essayant de s'extraire de la terre. Elle composa le numéro de Lucie. Je ne peux pas rester ici ce soir. C'est étouffant. J'ai peur de la personne à côté de moi. Lucie répondit immédiatement. J'arrive te chercher. Je serai là dans 15 minutes. Elizabeth raccrocha, attrapa son manteau et son sac, et descendit. En passant devant la bibliothèque, elle entendit un bruit étrange. Clac, clac, clac. Elle se figea. Le son venait de l'intérieur de la pièce cachée derrière le mur de pierre que la police avait temporairement scellé avec un panneau de bois. Ce matin-là, Elizabeth recula, puis avança. Elle ne pouvait pas fuir éternellement. Elle devait y faire face une dernière fois. Elle entra dans la pièce, alluma la lampe de poche de son téléphone. Le faisceau éclaira le mur de bois. Clac, clac, clac. Cette fois, le son était plus clair, comme des ongles tapotant sur du bois. Y a-t-il quelqu'un, demanda-t-elle, la voix tremblante. Pas de réponse, elle rassembla tout son courage et tapota 3 fois. Clac, clac, clac. Le silence. Soudain, le courant de la maison se coupa complètement. Elizabeth cria. Robert. Pas de réponse. Elle alluma sa lampe de poche de secours et sortit en courant de la pièce. Robert. Elle entendit quelque chose s'écraser à l'étage. Elle sprinta vers la chambre. La porte était grande ouverte. Personne n'était à l'intérieur. Le lit était en désordre. La lampe de chevet était tombée au sol. Sur le mur, écrit avec du sang ou quelque chose de rouge foncé, il y avait les mots. Nous ne sommes pas en paix. Elizabeth halta, trébuchant en arrière. Elle se précipita en bas pour trouver son téléphone. L'écran était brisé. Pas de signal. Puis elle entendit des pas venant du sous-sol. Lentement, prudemment, Elizabeth se dirigea vers la bibliothèque. La porte du sous-sol était ouverte. Elle descendit les escaliers, la lampe de poche vacillant. Robert, appela-t-elle. Personne. Elle entra dans la pièce de pierre. L'air était si froid qu'il lui piquait la peau. Au centre de la pièce, par terre, se trouvait Robert. Il était recroquevillé, du sang sur le front, les yeux grands ouverts, la bouche béante. Elizabeth courut vers lui et le secoua. Robert. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il haleta. Quelqu'un m'a poussé. Elizabeth regarda autour d'elle. Personne. As-tu vu leur visage? Non. Mais les murmures, ils sont revenus. Elle le releva, l'aida à monter les escaliers. Lucie arriva juste à ce moment, franchissant la porte d'entrée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Appelle une ambulance maintenant, cria Elizabeth. 1 heure plus tard, Robert fut emmené à l'hôpital local. Ses blessures étaient mineures, mais son état mental était en état de panique extrême. Le médecin diagnostiqua une crise de panique aiguë. Robert n'arrêtait pas de répéter, c'est là-dessous, Hélène. Ou autre chose. Ça ne lâchera pas. Lucie tenait les épaules d'Elizabeth alors qu'elles étaient assises dans le couloir.
Tu ne peux pas rester dans cette maison ce soir. Je sais, mais Hélène, je ne pense pas qu'elle soit vraiment libre encore. Lucie regarda son amie, la voix basse. Peut-être que la vérité ne suffit pas. Peut-être qu'il faut qu'il y ait pardon. Elisabeth hocha la tête, les larmes coulant. Je retournerai une dernière fois pour lui dire que nous savons que nous ne l'avons pas oublié. Le lendemain après-midi, Elisabeth retourna seule à la maison. Pas de police, pas de journaliste, juste elle et la maison vide. Elle descendit au sous-sol, entra une fois de plus dans la pièce de pierre. Elle s'agenouilla près de la vieille fosse funéraire et murmura. « Hélène, je sais que tu as vécu quelque chose de terrible. Je ne fais pas partie de ta famille, mais je suis un témoin, et je promets que ton nom ne sera pas oublié. » L'air était glacial, mais alors une douce brise se leva, allumant une bougie à proximité, une bougie que personne n'avait allumée. Elisabeth se leva, regarda autour d'elle une dernière fois. Pour la première fois depuis de nombreuses nuits, elle n'entendit aucun murmure. Elle monta les escaliers, ferma la porte du sous-sol, et pour la première fois la verrouilla de l'extérieur. 3 jours après que le corps d'Hélène fut déterré et que Robert fut hospitalisé à cause du choc, Elisabeth sortait à peine de la maison. L'intérêt public s'était temporairement estompé, mais à l'intérieur de la vieille maison, le silence n'avait jamais semblé aussi lourd. Cet après-midi-là, Lucie revint avec une femme grande, d'âge moyen, aux cheveux bruns soignés, portant de fines lunettes et un épais dossier. « Elisabeth, laisse-moi te présenter. C'est Laura Edwards, une historienne de Boston. Elle a écrit des livres sur les disparitions mystérieuses dans les zones suburbaines pendant les années 70. » Laura tendit la main, sa voix grave mais chaleureuse. « Très heureuse de vous rencontrer, Elisabeth. J'ai suivi votre affaire dans les journaux. Votre courage a gagné le respect de tout notre institut de recherche. » Elisabeth lui serra la main, montrant toujours une pointe de scepticisme. « J'ai juste fait ce qui était juste. Mais si vous pouvez m'aider à vraiment comprendre ce qui s'est passé ici, alors peut-être que je trouverai la paix. » Laura hocha la tête et ouvrit son dossier. « J'ai examiné tous les documents liés à la famille Parker entre 1974 et 1979. Il y a plusieurs découvertes notables. » Elle sortit une photocopie avec des marques rouges. C'est le rapport d'enquête initial de 1979. Il indique que Julian Parker a retiré tout l'argent de 3 comptes suisses totalisant près de 2 millions de dollars à l'époque, mais l'argent n'a jamais été transféré aux États-Unis. Il a pris l'argent, tué sa femme et s'est enfui, demanda Elisabeth. Laura secoua la tête. Pas tout à fait. Julian n'a jamais été confirmé comme étant vivant dans un autre pays. C'est juste une théorie, mais un détail se démarque. Elle brandit un autre dossier. Julian ne travaillait pas seul. Il y avait 3 cofondateurs de Parker Construction Company, Philip Roberts, Howard Stevens, et un moins connu nommé Lewis Henderson. Il a disparu en même temps que Julian. Lucie fronça les sourcils. Je n'ai jamais vu ce nom dans aucun des documents que nous avons trouvés. C'est exactement pourquoi j'ai trouvé cela suspect, continua Laura. Lewis Henderson s'occupait de la comptabilité de l'entreprise. Il était connu comme l'ombre financière. Elisabeth se tut, puis demanda doucement. Vous pensez que Lewis a trahi Julian? Laura hocha la tête. Oui, parmi les dossiers que j'ai découverts, il y a un document montrant que Lewis a transféré 400 000 $ à un compte au nom de ses Delgado aux Bahamas. Et devinez quoi? Delgado était l'alias d'Howard Stevens lorsqu'il a enregistré une société immobilière début 1980, moins de 2 mois après la disparition de la famille Parker. Elisabeth expira brusquement. Ils se sont retournés contre Julian et ont tout pris. Laura continua, son ton grave. Je crois qu'ils avaient prévu de tuer Julian, mais il l'a découvert. Il a riposté, a enfermé Hélène, a caché l'argent et s'est préparé à fuir. Mais quelque chose a mal tourné et tout s'est effondré. Lucie ajouta, peut-être que Lewis a tué Julian pour régler les dernières affaires. Elisabeth secoua la tête. Non, si Julian a été assassiné, où est son corps? Et Hélène, elle a été enfermée et est morte. Mais pourquoi Julian ne l'a-t-il pas simplement tué s'il était si cruel? Laura fit une pause et réfléchit,
puis répondit, peut-être que Julian pensait revenir. Peut-être qu'il prévoyait de garder Hélène en otage au cas où il aurait besoin d'un levier. Et puis, murmura Elisabeth, il a disparu. Parce que ses complices l'ont réduit au silence. Laura hocha la tête. Très probablement. Elisabeth s'enfonça dans une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Pouvons-nous le prouver? Y a-t-il un moyen de mettre tout cela au jour? Laura sortit un autre dossier. C'est la partie la plus importante. Un document de virement bancaire provenant d'un compte suisse portant l'empreinte digitale de Julian correspondant à l'ADN d'un fragment d'ongle que la police a récupéré de la pièce de Pierre, ce qui confirme que Julian est revenu dans cette maison après la prétendue disparition. Et il a laissé des preuves. Lucie était sidérée. Donc Julian est peut-être revenu après que tout le monde pensait qu'il s'était échappé. Laura hocha la tête. Exactement. Et il est possible que ce soit à ce moment-là qu'il a été tué. La voix d'Elisabeth trembla. Vous pensez que le corps de Julian est aussi quelque part dans cette maison? Laura serra la main d'Elisabeth, la voix ferme. Je le pense. Et si c'est vrai, alors ça s'arrête ici. Tous les crimes seront exposés. Ils ne pourront plus fuir. Elisabeth regarda profondément dans les yeux de Laura et sentit qu'elle avait enfin trouvé une véritable alliée. Pas parce que Laura était une experte, mais parce qu'elle aussi se battait pour la justice, pas pour la gloire, pas pour l'argent, mais pour les âmes oubliées. 2 jours plus tard, Samuel et Daniel revinrent avec une équipe archéologique assistant l'enquête. Laura les guida jusqu'au sous-sol, identifiant un endroit suspect basé sur les données d'imagerie thermique d'un précédent scan. Dans le coin droit de la pièce de pierre près du sol, la caméra thermique montrait une zone de température inhabituelle suggérant un espace vide en dessous. Nous forons ici, dit Samuel. 1 heure plus tard, la foreuse perça la pierre. À l'aide d'une sonde, ils détectèrent un vide d'environ 70 cm de profondeur. Il y a quelque chose là-dessous, s'exclama Daniel. Lucie retint son souffle. Creusez. Chaque couche de terre retirée révélait une couche d'histoire enfouie. Au crépuscule, ils découvrirent une vieille boîte en métal. À l'intérieur se trouvait un squelette humain. Laura sortit un sac de preuves contenant une bague en or gravée des initiales JP, une montre-bracelet suisse arrêtée depuis 1979, et un fragment d'os brisé avec du sang séché. Elisabeth s'agenouilla, regardant les restes. Julian Parker. Lucie posa une main sur son épaule. Maintenant, ils ont tous été retrouvés. Laura parla doucement. Et nous avons tout ce dont nous avons besoin pour mettre la vérité au jour. La nouvelle du 2e squelette découvert dans le sous-sol du 14 Maple Avenue se répandit rapidement dans la ville. Les grands journaux comme le Boston Globe et le Boston Herald titrèrent « Disparition de la famille Parker de 1978, une horrible vérité déterrée après 47 ans ». La télévision locale campa devant la maison pendant des jours. La police confirma que l'ADN des restes correspondait au registre des proches maternels de Julian Parker. L'enquêteur en chef Henry Lewis s'adressa à la presse. Nous avons suffisamment de preuves pour confirmer que Julian Parker a été assassiné et enterré dans sa propre maison peu de temps après avoir tué sa femme, Hélène Parker. Lors d'une conférence de presse spéciale tenue à l'hôtel de ville de Boston, Elisabeth, Laura et Lucie furent invitées en tant que témoins officiels. La salle était bondée. Les objectifs des caméras pointaient directement vers le podium. Elisabeth, dans une blouse blanche, les cheveux soigneusement attachés en arrière, se tenait devant le microphone avec une attitude calme, presque froide. Mais dans ses yeux, la fatigue se mêlait à la détermination. Un silence s'installa dans toute la salle. Je me tiens ici aujourd'hui non pas en héroïne, mais en preuve vivante que le passé, aussi profondément enfoui soit-il, peut ressurgir. La maison dans laquelle mon mari et moi avons emménagé avait autrefois été le théâtre de quelque chose d'horrible, d'une conspiration, d'une série de meurtres et de décennies de mensonges. Elle leva 2 photos, une d'Hélène, une de Julian. Ce ne sont pas seulement 2 personnes qui sont mortes. Elles représentent des vérités opposées, la victime et l'agresseur. Mais sans la lumière de la vérité, toutes 2 deviennent des ombres oubliées. Des journalistes levèrent la main. L'un demanda: êtes-vous lié à la famille Parker d'une manière ou d'une autre?
Elisabeth répondit fermement. Non, j'étais juste quelqu'un qui se trouvait habiter dans leur maison, et c'est exactement pourquoi je n'ai pas pu rester silencieuse. Laura s'avança. Nous avons tout trouvé, les relevés bancaires, les lettres manuscrites, les preuves de virement, même des traces biologiques. Ce qui était caché pendant des décennies est maintenant exposé. Lucie s'approcha du podium, son expression résolue. Nous avons découvert un autre détail crucial. Le dernier complice survivant, Howard Stevens, qui dirige actuellement une société immobilière à Miami, était le destinataire du virement de Lewis Henderson en 1979. Des poursuites judiciaires sont maintenant transmises au tribunal pénal. Un murmure se répandit dans la salle. Une autre journaliste demanda, « Madame Elisabeth, avez-vous l'impression d'avoir été utilisée par votre mari puisqu'il est un descendant de cette famille ?» L'atmosphère devint lourde. Elisabeth leva la tête, sa voix lente mais acérée. « Je me sens trahie, mais cette douleur est ce qui m'a poussée plus loin. C'est le silence de sa famille qui a tué Hélène. Et j'ai refusé de rester silencieuse jamais plus. » Après la conférence de presse, l'affaire fut officiellement rouverte avec 3 suspects, Howard Stevens, complice financier, Lewis Henderson, comptable, principal suspect dans le meurtre de Julian, William Anderson, ancien jardinier, témoin silencieux. À peine 2 semaines plus tard, la police arrêta Howard dans une villa à la périphérie de Miami. Il ne résista pas. Dans sa confession, Howard baissa la tête et admit que Julian était dangereux. Il a menacé de nous exposer tous à moins que nous ne partagions l'argent. Lewis n'a pas supporté la pression. C'est lui qui a tué Julian. Je suis juste resté silencieux. Elisabeth regarda les nouvelles à la maison, le cœur lourd. Elle ne se sentait pas victorieuse, ne voyant qu'une longue chaîne de mauvais choix et de personnes qui avaient choisi le silence plutôt que le courage, permettant à la douleur de persister pendant des décennies. Robert rentra chez lui à la fin du mois après près de 3 semaines de traitement psychologique. Il était visiblement plus mince, ses yeux plus doux, bien qu'encore hantés. Elisabeth le salua en silence. Ils s'assirent dans le salon, sans parler pendant 10 minutes. Finalement, Robert brisa le silence. « Je sais que je ne mérite pas de revenir, mais si tu me le permets, je veux arranger les choses petit à petit. » Elisabeth le regarda, plus en colère, mais pas prête à pardonner non plus. « Tu comprends vraiment ce qui s'est passé, Robert ?» Il hocha la tête. « Hélène n'était pas juste une victime. C'était la voix que toute ta famille a écrasée. Et en restant silencieux, j'en ai fait partie. » « Tu as raison, dit doucement Elisabeth. Je veux recommencer, non pas pour oublier le passé, mais pour vivre d'une manière qui honore ce que tu as fait. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais à l'intérieur, une porte s'ouvrit en grinçant. 1 mois plus tard, Elisabeth fut officiellement invitée à prendre la parole à l'université Harvard lors du symposium L'Histoire sans nom, quand les gens ordinaires font face à la vérité. Laura s'assit à côté d'elle, écoutant fièrement. Nous pensons souvent que l'histoire appartient au livre, dit Elisabeth. Mais la vérité est qu'elle se trouve sous nos pieds, dans chaque pierre, chaque peur, chaque obscurité inexprimée. Et parfois, il suffit d'une personne qui refuse de fermer les yeux pour que tout vienne à la lumière. Après la conférence, de nombreux étudiants s'approchèrent pour des autographes. Certains la serrèrent même dans leurs bras, pleurant. À ce moment-là, Elisabeth réalisa qu'elle avait fait ce que personne d'autre n'avait fait en 47 ans, donner une voix aux morts. Lucie et Daniel se chargèrent de rénover la maison. Elisabeth décida de ne pas la vendre. Elle voulait y vivre, non pas comme avant, mais en gardienne de la mémoire. « Nous allons tout reconstruire, dit Lucie. Le sous-sol deviendra une mini-exposition. La pièce de pierre, nous l'enlèverons et créerons un jardin commémoratif à la place. » Un jardin pour Hélène, murmura Elisabeth. Robert se porta volontaire pour aider aux travaux et pour la première fois, Elisabeth hocha la tête en signe d'accord. 3 mois plus tard, la maison avait un aspect entièrement différent. Les vieux murs étaient fraîchement peints, les fenêtres plus grandes, la lumière du soleil y pénétrait. Le salon, où s'étaient tenues des conférences de presse, affichait maintenant un portrait d'Hélène à côté des mots « Nous ne sommes plus silencieux ». Une petite cérémonie eut lieu avec les voisins et les journalistes qui avaient suivi l'histoire depuis le début.
Elisabeth monta sur le balcon du 2e étage, souriant à la foule en contrebas. Laura se tenait à côté d'elle et demanda doucement, « Tu vas bien ?»« Plus que bien. Je me sens légère. » Comme si cette maison pouvait enfin respirer. Dans le jardin, le vent bruissait dans les arbres nouvellement plantés. Au cœur du mémorial, une dalle de pierre était gravée, « Helen Parker. 1938 à 1978. » Enterrée dans le silence. Libérée par la vérité. Elisabeth posa sa main sur la pierre et murmura, « Repose en paix maintenant, Hélène. Nous t'avons entendu. » Cette histoire montre le pouvoir de la vérité et du courage. Le silence face au mal ne fait que prolonger le crime. Alors que confronter le passé, aussi douloureux soit-il, est le seul chemin vers la guérison. Elisabeth n'a pas fui. Elle a choisi de se battre. Même après la trahison, elle est restée inébranlable dans sa quête de justice pour ceux qui étaient morts. La plus grande leçon, le passé peut être enterré, mais il ne sera jamais oublié tant que quelqu'un n'osera écouter et agir en son nom. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous apporter des histoires émouvantes presque chaque jour. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.